Acho que segurando. Tá online. O som tá resolvido? Tá resolvido. Eu abaixei o som não tava. Ah, tá. Eu boto de novo. Pode colocar de novo. Fica focando lá no só isso. Ela não mexe aí. Não. Não mexe nada. Bonjour à tous. Nous allons conclure cette journée d'études. C'est une idée que j'ai eue parce que j'ai lu sur ce film. Je trouvais qu'il était très intéressant. Je vais être très rapide dans la présentation. Il s'agit d'un film de 15 minutes, un court métrage, dont les genres, comme Anaïs a dit, est un film essai. Après, on pourra en parler. Ce n'est pas un documentaire, ce n'est pas une fiction, c'est un film essai. Et c'est un film en format 4K3, c'est un film en 3D, qui a été réalisé par Joan Almeida, qui est la réalisatrice, qui est aussi professeur d'histoire du cinéma à l'université Mackenzie, et Cícero Silva, qui est le producteur, qui est maître de conférence à l'Université fédérale de Juiz de Fora, en art et technologie. Donc, ce film a été financé par la Rede de Ensino e Pesquisa, les ministères de Sciences et Technologies, les ministères de l'Éducation et le ministère de la Culture. Donc, très rapidement, l'idée, quelque sorte, elle est en dialogue avec un film des frères Segreto, un film de 1898, le premier film tourné au Brésil, qui s'appelle Vue de la baie de Guanabara. Donc c'est un film typique. Donc les images, c'est les paysages de Rio, et quelque sorte, le film Excelsior, comme vous allez le voir, garde ces dialogues parce que le propos, c'est aussi de travailler sur ce divers et différents paysages de Rio. Mais, comme ce premier film de 1898, le problème c'était une innovation technologique très importante pour l'époque, le film Excelsior aussi est à son époque, puisqu'il propose le 3D, très innovateur, et qui comprend aussi des risques et des problèmes. Nous allons en parler. Par exemple, j'ai eu beaucoup de mal à trouver un projecteur en 3D et nous avons dû le louer avec, en fait, ça n'existe nulle part dans les milieux universitaires encore. Ceci dit, j'ai demandé à mon université, l'université de Paris 13, et maintenant on m'a dit qu'ils vont acheter le projecteur en 3D et les lunettes. Vous allez voir aussi que c'est un problème de porter tout cela, c'est un problème pour faire marcher toutes les lunettes, donc quelque sorte nous sommes pionniers. Mais, s'il n'y avait pas la 3D,
on ne peut pas projeter ce film en 2D, parce que certaines personnes m'ont demandé « Ah, mais pourquoi la 3D? Mais faites tourner en 2D, les gens vont voir le film quand même. » Non, parce que la question des saving size, comme vous allez voir, et nous allons en parler, c'est justement celle de proposer, à travers les nouvelles techniques, une nouvelle façon de faire le cinéma et de penser le cinéma et de penser les images qui étaient quelque part clichés, qui peuvent maintenant donc être vues autrement. Donc il y a tout un propos de revisiter les stéréotypes. Donc les stéréotypes. Et c'est un rapport, comme bon, j'ai lu quelques critiques qui ont été très bonnes de ces films, parus dans le Globe ou dans Select, une revue. C'est un film qui fait un dialogue entre les pré-cinéma et le post-cinéma. D'où une des questions, pourquoi, d'où l'intérêt de les inviter ici, ce soir. Le film, il a été montré, il a été diffusé pour la première fois, c'était au MAM, au Musée d'Art Moderne à Rio de Janeiro. Il a été déjà présenté ailleurs. Toujours, les réalisateurs m'ont confirmé que toujours, ils ont un peu de mal à faire marcher la chose avec tous les équipements. Mais ça fonctionne. En salle de cinéma, ça fonctionne mieux qu'ici. Donc déjà, je vais vous demander des excuses parce que la qualité technique ne va pas être excellente de la même qualité qu'en salle de cinéma. Mais ça va être présenté prochainement dans un festival du sexe à côté de Pin About de Vienna et de films et d'autres films très... La Caverne, je ne sais pas le titre en français. Et donc, nous allons voir ici, je vais vous demander peut-être d'être plus au centre de la salle, de voir donc déjà si les lunettes marchent bien, et sans la lunette peut-être. Et si ça ne marche pas bien, donc on va faire tout d'abord un test avec tout le monde, sinon on pourra les échanger. Então, você falou que se alguém estiver vendo blur, borrado, troca o óculos, tá? Se estiver vendo borrado, tem que trocar o óculos. Est-ce que ça va pour tout le monde? Non. Ça prend un peu de temps pour vraiment rentrer. Vous voulez vous asseoir peut-être? C'est bon? Peut-être qu'on va attendre quelques minutes et après on recommence. C'est bon?
não.
Oi? Alors, on va passer, Então, je vous propose qu'on passe tout d'abord aux questions et après, si jamais il y a des compléments à faire, je demande pas au réalisateur parce que peut-être que ceux qui vont dire vont apparaître pendant les questions. Est-ce qu'on en a besoin? On va devoir les traduire. Voilà. Bon, est-ce que quelqu'un voudrait donc commencer le débat? Você vai traduzir aí? Bom, Opa. A minha pergunta é sobre o início do filme. Você mesmo citou, Silvia, o uso de imagens, uma referência da Jane aos filmes do início do século. Especialmente a um filme que é a Panorama sobre a Guanabara. Bem, Guanabara. Bem Guanabara. Vocês viram o filme? Não, né? Esse é um filme que não... Então a ideia é a imaginação sobre isso. donc la question était, bon, comme on a dit ici au début, c'était par rapport donc ce départ du film, ce point de départ qui était de partir de films du 19e siècle, en spécial un film qui s'appelle Vue de la baie de Guanabara de 1898. Donc la question était s'ils avaient vu ce film, et la réponse rapide était que non, personne n'a vu. Mais je laisse s'ils veulent parler un peu plus de ce film. O filme Vistas da Baía da Guanabara, né, dos Irmãos Segredos, ele é considerado um filme que teria sido as primeiras imagens filmadas do Brasil, e é um filme que ninguém conhece, ninguém nunca viu, mas teoricamente é um filme que teria a vista da Baía da Guanabara, né? Então seria a primeira vez que uma câmera, provavelmente a câmera dos Irmãos Lumière, teria ido ao Brasil e que teria feito as imagens naquele momento. Então seriam as primeiras imagens, no caso da Baía da Guanabara. Donc elle dit que ce film, il s'agit de premières images. Ah d'accord, bien sûr. Ce sont les premières images filmées au Brésil. Très probablement, c'était la caméra des frères Lumière qui a enregistré ces images, mais personne ne les a jamais vues. Et donc avant, il disait que ça part de ce qu'on imagine qui aurait été ces films. C'est bien ça? Mais personne ne les a jamais vus du tout, ou personne aujourd'hui ne les a vus? Ça n'a jamais été diffusé. Não existe registro de quem tenha visto. Tem descrições que o filme tenha acontecido, que ele tenha sido exibido num salão no Rio de Janeiro, que era um salão de filmes, que passavam filmes, né? As pessoas contavam que teria acontecido o filme, mas ninguém tem mais o registro dele, ou fisicamente tenha sido mais o filme hoje. Mais à l'époque, il a été diffusé. Donc la question c'est à l'époque le film a été diffusé, notamment lors d'un salon à Rio, et il y a des registres sur cet événement, mais il n'y a pas de registre sur les films, et les films n'existent plus. Donc les gens, c'est-à-dire il n'y a pas de récit sur les films aujourd'hui. Une question. Eu acho um pouco difícil falar sobre o filme 5 minutos depois de ter ouvido, mas eu fiquei muito impressionado com a forma como você trabalha imagens que são, de certa maneira, essenciais dentro da trajetória do cinema brasileiro, ou do audiovisual brasileiro. Je vais traduire le morceau, comme ça vous traduisez ma part. Donc la question elle dit, je trouve que c'est un peu difficile de parler d'un film juste après 5 minutes après de l'avoir vu. Mais je trouve que c'est très intéressant déjà au début, il y a des images qui font de référence à d'autres images du cinéma brésilien. Me parece, enfim, tem a questão da Baía da Guanabara, mas acho que tem a questão, claro,
do filme de favela contemporâneo, tem as imagens de exportação do Brasil, seja o mar, o carnaval, a verticalização da cidade de São Paulo. E nesse sentido, eu vi do Rio de Janeiro, parece São Paulo. Parece. A transnacionalização. Mas a questão você buscou um olhar duplo em relação a essas imagens, porque me ficou a seguinte impressão. Ao mesmo tempo, há uma espécie de distanciamento crítico em relação a essas imagens turísticas, mas ao mesmo tempo há uma espécie de reencantamento dessas imagens a partir do 3D. Então, gostaria que você comentasse um pouco essa questão. Donc la question continue justement parce qu'on voit les images de la baie de la Guanabara, on voit aussi les images classiques de films de favela contemporains, on voit aussi les images de verticalisation de la ville de São Paulo. Il a dit après les autres ont corrigé, non, il ne s'agit pas de São Paulo, il s'agit de Rio, et donc les autres ont dit, mais il y a des moments où on pense que c'est São Paulo justement. Donc des images qui sont un peu, ce sont des images classiques du Brésil qui sont un peu exportées, et en même temps il y a une certaine dualité, parce qu'en même temps qu'il y a une critique de cela, il y a quand même une forme de réhabiliter ces images à travers la nouvelle technologie qui est le 3D. Donc il voudrait qu'elle commente un peu cela. Eu acho que você tem muita razão. Em primeiro lugar, a intenção era a intenção mesmo de trabalhar com cartões postais, que são as imagens típicas desde a época do estereoscópio, em que as pessoas viam países distantes, nunca vistos, né, através do 3D. Em 1850, por exemplo, existiam 500 mil estereoscópios no mundo, na Europa, vendidas pela London Stereoscopic Company. E toda a família, né, era um estereoscópio para cada família, era a ideia. E a ideia era que você visse as vistas já não vistas, né, à distância. Donc oui, elle dit, vous avez tout à fait raison, parce que l'idée de départ était justement de travailler sur les cartes postales. Ces images sont une espèce de carte postale en 3D, et justement parce que ça revient à l'idée de l'stéréoscope, qui était en 1850 par exemple, il y en avait 500 000 de stéréoscopes, toutes les familles avaient, qui étaient diffusées par London Stereoscopy Company, et donc l'idée de voir à travers cela. E aí você tem, evidentemente, um jogo do estéreo, que significa sólido, que vai dar estereoscopia, mas ao mesmo tempo é estereotipia, e ao mesmo tempo com a ideia do clichê, que vai gerar a ideia de ser algo que é absolutamente já visto e que tem sempre uma ideia de imagem degenerada. Donc l'idée c'était ça, parce que dans le mot stéréo, il y a justement cette idée de stéréoscopique, qui est le 3D, autrement dit, c'est la dimension, donc les deux yeux qui vont voir. Il y a l'idée aussi des stéréopes, des clichés, et donc qui vont toujours revenir à cette idée de ce qui est déjà vu comme étant dégénéré. Então, ao mesmo tempo que nós vemos essas imagens e colocamos o som na medida, vai colocando o espectador para fora das imagens, como se ele estivesse dentro de um visor, ele tem um encantamento que é um encantamento impossível de não se ter quando você tem um tipo de imagem de maravilhamento. Porque, evidentemente, essa degeneração que acontece com o clichê, ela aconteceu por causa do encantamento. Não seria possível que isso não tivesse, né, os dois lados. Eu acho que acontece mesmo as duas coisas ao mesmo tempo. Donc, dit que oui, il y a ça en même temps, parce que quand on met le son, les images, etc., et on met le téléspectateur en dehors de ces images, il rentre dans un viseur, il y a toujours cet enchantement. Et la personne est enchantée.
Et les clichés, il est né justement de ce rapport d'enchantement, d'émerveillement avec la nouveauté. Et après, le clichê va naître de cette sensation, justement. E quando eu vi o filme 3D pela primeira vez, eu vi com meu filho, o Joaquim, ele tinha uns 4 anos atrás, e ele começou a tocar a imagem com as mãos, e isso imediatamente me lembrou desde as primeiras experiências de cinema, em que as pessoas iam atrás da tela para ver o que tinha atrás da tela, ou mesmo aquela velha história de que as pessoas teriam se levantado quando o trem chegou à estação, mesmo que não tenha acontecido exatamente assim, digamos que alguma relação corporal com aquela imagem deve ter acontecido. E eu imaginei imediatamente que o 3D, talvez, nessa nova possibilidade de tecnologia, ele pudesse ser reconstituído como uma linguagem, e não apenas como um efeito. Donc justement, cette idée elle est venue d'une expérience personnelle, parce que la première fois qu'elle a vu le 3D, c'était avec son fils qui est là, Joachim. et la première fois qu'il a vu le film 3D, il a voulu toucher les images. Et donc cette expérience lui a fait penser aux premières expériences du cinéma, donc on entend parler comme le film le train qui passe et que tout le monde a peur, ou d'autres sensations qui voulaient toucher, qui avaient peur, même si c'était pas comme ça. C'était un peu cette sensation d'avoir une interaction corporelle avec l'image. Et elle a repensé, donc le 3D pouvait donc produire un langage, une forme de langage, et j'ai perdu la fin, c'était, et pas uniquement Un effet, pas uniquement un effet. Eu perguntei sobre a imagem no início, porque existe debate na formação do cinema brasileiro sobre qual é a origem. Se a origem é a primeira captura de imagem ou se a origem é a exibição da imagem, já que não existem mais as películas. E isso é uma diferença interessante, porque na França esses dois momentos eles convergem numa única data. E no Brasil há um debate que faz parte da própria história, não só do cinema, mas da cultura brasileira, de uma fragmentação na própria construção da sua origem, qual é o momento fundante. E me pareceu rico o filme, porque ele parece convergir as duas coisas de novo. Porque é você capturando a imagem e a gente simultaneamente, quer dizer, no momento da exibição, revendo, e eu perguntava se você tinha visto alguma coisa, alguma descrição, e o que é mais interessante é a imaginação, sobre o que seria capturar a imagem. Donc la question était que, justement, elle a posé la question du début, de l'origine, parce que au Brésil, il y a un débat entre l'origine des images. Est-ce qu'elle est au niveau de la capture de l'enregistrement, ou elle se trouve au niveau de la diffusion? En France, il n'y a pas ça. En France, les deux moments sont en même temps. Il y a une seule date. Au Brésil, on voit cette fragmentation, et c'est pour ça qu'il a trouvé les films fétiches, parce que les films, d'une certaine manière, revient à cette convergence entre les deux notions de création et capture et d'exibition. Eu queria só, a gente tem um pouquinho de tempo, queria também deixar claro as condições do filme, tá? Eu não sou do cinema, de formação do cinema. Eu trabalhei com cinema em outras situações. E eu comecei a fazer parte de um grupo de pesquisa, junto com Cícero, Alfredo, Súpia, da Federal de Juiz de Fora, que é cinema na Unicamp, e outras pessoas que estão ligadas a campos muito diferentes, que chama-se Grupo de Pesquisa de Visualização Avançada. Donc elle voudrait donc éclairer les conditions du film. Elle ne vient pas du cinéma, elle n'a pas de formation de cinéma, elle a fait des études de cinéma, d'instruments, et notamment elle a travaillé dans un groupe de recherche avec Cicero, et c'est le groupe de recherche avec Alfredo Súpia de l'Unicamp, qui s'appelle Groupe de recherche
de visualisation avancée. Esse grupo de pesquisa, ele trabalha para uma rede nacional de ensino e pesquisa, que é a rede que promove a internet de alta conexão no Brasil. Donc ce groupe il travaille pour un réseau national d'enseignement et de recherche, qui est le même réseau qui va développer l'Internet de haute définition au Brésil. Essa internet, ela é uma rede fotônica que liga as universidades federais e as grandes instituições brasileiras. Donc c'est un réseau photonique qui lie les universités fédérales et les grandes institutions brésiliennes. E essas instituições, elas têm a possibilidade, portanto, física, de conversarem entre elas para a conexão de dados superpotentes de informação. Donc ces institutions sont donc capables de mettre en rapport des données très puissantes d'information. Elles ont les conditions physiques pour le faire. Mas eles não têm condições ainda de transmitir esses dados e de visualizar esses dados, porque as condições são ainda muito precárias. Eles não têm projetores, servidores e computadores suficientes para isso. Mais ils n'ont pas de conditions suffisantes aujourd'hui pour transmettre, diffuser et visualiser ces données parce qu'ils n'ont pas les ordinateurs, les projecteurs, les équipements qu'il faut pour cela. E eles também não sabem muito bem como essa aplicação vai acontecer no futuro, que é uma discussão no mundo inteiro. Tudo bem, nós temos a rede e vamos usar essa rede para quê? É muito simples as pessoas pensarem, por exemplo, no CERN, em Zurique, que eles vão usar para testes de supercomputadores, que são testes de física super avançada. Por outro lado, não é muito simples quando você não tem esses laboratórios usando esses testes de dados super avançados. Donc c'est aussi difficile parce que ces institutions, elles ne sont pas en mesure de savoir on va les développer pour les utiliser dans quoi ces technologies. Donc ils ne sont pas comme des réseaux en Suisse, c'est la CERN qui sait qui va utiliser ça dans la technologie. Au Brésil, ils ne savent pas encore si c'est la peine de les développer pour quelle application pratique on donnerait à ça. E o nosso grupo faz parte de um grupo internacional que trabalha com transmissão de imagens de super alta definição por redes fotônicas. Donc le groupe qu'ils ont, il fait partie d'un groupe international qui fait partie qui propose de faire la transmission des images de haute définition photonique. E nós temos uma preocupação muito grande nesse grupo, porque nós entendemos que as redes fotônicas, elas serão o futuro das telecomunicações. Donc dans les groupes, leur préoccupation justement est très grande avec cela, parce qu'ils comprennent, ils pensent que dans l'avenir, c'est les réseaux photoniques qui vont être, qui est l'avenir des télécommunications. Por exemplo, no caso do cinema, seria muito interessante para um país continental como o Brasil que se pudesse transmitir filmes entre cinematecas para lugares distantes, principalmente para escolas e lugares onde não existem mais cinemas. Donc au Brésil, par exemple, un usage très intéressant, très important de cela, c'est dans la dimension continentale, c'est la possibilité de transmettre des films pour un public plus large. Então, o nosso grupo de visualização inclui pessoas do cinema, pessoas das redes físicas, fotônicas, são os físicos, e pessoas de computação. Donc leur groupe de visualisation, il comprend des personnes du cinéma, des scientifiques et des personnes de la computation. E cada desses lados do grupo precisa produzir um trabalho para que esta transmissão de super alta definição possa acontecer. Et tous les côtés ont besoin donc de travailler ensemble, et tous les côtés de ces groupes ont besoin de développer de son côté
leur travail afin qu'on puisse rassembler et après on puisse faire cette transition. E isso significa que este filme, para o meu colega da rede, significa X teras de transmissão. Et cela veut dire que ce film pour son collègue du réseau, et il veut dire X écran, bytes de communication. Para o meu colega da computação, além dos terabytes de dados, significa uma coisa chamada conteúdo. Et pour son collègue de la computation, au-delà de bytes, il y a aussi la question du contenu. E por outro lado do cinema, eu tenho que ter uma narrativa. Et pour les gens du cinéma, il faut avoir une narration. Então, a gente está trabalhando em condições muito semelhantes às condições do fim do século XIX e início do século XX, em que todas as tecnologias são desenvolvidas juntas novamente. Et donc, ils travaillent dans des conditions très similaires à celles de la fin du 19e et du 20e, quand là maintenant, la création se fait dans toutes les esferes. Só para terminar, eu acho que é interessante que esse filme, apesar de ter que conviver com todas essas outros contextos aos quais eu tenho que satisfazer, de certa forma, ele também tem sobrevivido muito bem no campo cultural. Donc, juste pour finir, elle dit que malgré le fait que ce film doit donc rassembler tous ces différents contextes, il est aussi il vit très bien, il est très bien reçu dans le milieu culturel. Ele já recebeu críticas muito interessantes que fazem a relação com os pré-cinemas e pós-cinemas. Ele vai passar na mostra de filme de arte do SESC muito bem acompanhado em cinema 3D. E ele vai virar também um filme, instalação, numa exposição de arte chamada Tecnofagia, que abre no Instituto Tomiotaki junto com a Bienal. Donc le film, il a reçu des critiques très intéressantes, comme celle de pré-cinéma et post-cinéma, qui parle de ça. Il va aussi être diffusé à côté dans un festival au CESC avec d'autres films en 3D qui sont très importants. Et il va aussi faire partie il va aussi devenir une installation dans le cadre de la Biennale, dans une section qui s'appelle Tecnofagie. E é interessante porque ele, além de ser um filme que pode ser visto em telas gigantes de cinema de última definição, 4K 3D, que são telas praticamente inexistentes, o Cícero vai explicar um pouquinho só, que ele é maior ainda que isso. Ele também pode sobreviver em devices diferentes, em aparatos diferentes, como um aparato de instalação. Então, ele, além dele poder viver no cinema, ele sai fora do cinema. Ele vive para além do cinema. Et ce qui est intéressant, c'est que ce film, il peut avoir donc une vie dans le milieu du cinéma, l'écran géant, le 4K 3D, aussi, ça peut en parler, et aussi dans d'autres systèmes, dans d'autres supports, comme par exemple une installation, un support. Bom, o Cícero podia explicar um pouco do problema técnico, porque ele é a pessoa que conversa entre aquilo que eu quero fazer como linguagem e aquele pessoal que está lá e que precisa dos dados. Donc Cicero, il va parler un peu de la question technique, parce que c'est lui qui fait les liens entre la question visuelle, esthétique du cinéma et les gens qui travaillent sur les aspects plus techniques. Bom, o 4K foi a forma que a gente capturou esse material, esse filme, na produção, que eu acabei fazendo parte da produção desse, a gente não vou chamar de conteúdo, vou chamar de filme, de ensaio hoje. Mas normalmente minha parte é muito ligada ao pessoal que fica no meio. Mas o que é o 4K? Com o fim da película, né, esse ano, a Kodak então, desativou toda a sua produção de película, para no ano que vem a Fuji desativa dela, e se eu não me engano, em 2014 só vão ter algumas pequenas empresas produzindo película. Bom, aí... Donc, justement, il y a une question, alors là, le format 4K.
donc il a dit, ah, c'est un contenu, non, c'est un essai, mais bon, dans son domaine, il va faire contenu, et que le 4K, il va se positionner justement en ce moment de la fin de la pellicule. La Kodak, par exemple, supprime la pellicule, de la Fuji l'année prochaine, et la pellicule ne va exister que dans de petites sociétés associées. Bom, e então, para substituição desse formato, enfim, que você teria para uma cobertura para grandes exibições, a gente precisaria de um formato digital de larga escala com uma imagem que seria algo que pudesse, enfim, suprir o cinema. Eu não vou dizer aqui nas questões, não vou entrar em questões de tecnicidade, técnicas, de detalhe de determinada imagem, o que é melhor, o que é pior. O 4K ele é uma outra coisa diferente, totalmente diferente de 35 mm, diferente de 70 mm, mas ele consegue, porque ele tem o frame do 4K, por que chama 4K? Porque ele tem 4.096 pontos de largura. Il va remplacer ce format pour les grandes éditions, le format de cinéma, le 4, c'est un format numérique qui va remplacer un format numérique en large échelle, hein, qui va rentrer le cinéma, il ne va pas rentrer dans ces questions de technicité, ce qui est mieux ou plus mauvais, ou mauvais, ce qui est bon ou mauvais pour le cinéma, mais le 4K, de toute façon, est très différent du 35 ou 70 milímetros. Vous voyez bien, je parle du cinéma. Mas ele foi, então, foi definido como o tamanho de frame mínimo para cinema digital. Então você tem que ter, para um filme ser exibido no cinema, ele tem que ter 4.096 pixels de largura cada frame, no mínimo. Acima disso, é critério de dinheiro, de câmera, que você vai... Então, o que a gente fez aqui nesse vídeo? A gente finalizou esse material em 4.096 por 2.160 pixels por frame. Então você tem a 48 frames por segundo. Donc, le 4K, c'est le minimum, le format minimum demandé pour faire du cinéma numérique. Et 4096 frames est le minimum exigé pour faire du cinéma numérique. Plus que cela, c'est un critère de budget, de structure. Et donc, ce film a été tourné en 4096 par pixels par 2160 pixels. E donc, bom, então, isso aqui, por isso chama 4K. Então, é 4.860, está explicado. E depois disso a gente tem toda a parte de captura, coloração e finalização. Que aí é outro problema. Porque quando a gente capta a imagem... Donc, ce qui a été fait, ce format 4K, expliqué 4096 par 2160, il a été, après cela, il y a des problèmes de capture, coloration et finalisation. Porque quando você usa uma câmera 4K, a gente chama ela captura cru, raw. Ela não captura, ela não é como uma película que você tem intensidade de cor, luminância, enfim, atuando, mas você tem simplesmente a captura do que você está supostamente vendo, e tudo que é cor, o que é luminância e tudo mais, você só tem modelagem em arquivos diferentes. Então ele pega um arquivo principal, que é o que a gente está vendo, e depois um arquivo separado, que é todas as referências de cores das coisas que a câmera supostamente capturou. E essas referências... Donc le 4K, la particularité est différente de la pellicule, parce que la pellicule prend l'intensité de couleurs, etc., elle capte cela, et le 4K ne le fait pas en même temps. Il y a un temps pour capter la couleur, il y a un autre
pour les autres aspects, les aspects visuels. Donc, il va enregistrer tout cela dans des fichiers différents. Inclusive a profundidade de campo, y compris la profondeur de... que é matematicamente calculada. Então, se você quiser fazer uma profundidade de campo mais ampla, falsamente você faz no filme. Donc, ces profondeurs de champ, elle est calculée de façon mathématique. Donc, si on veut la créer de façon artificielle dans le film, on peut le faire. Então, isso eu acho que diferencia bastante a fase de captação e de produção, porque você, basicamente, o que a gente viu aqui é uma invenção de colorações, enfim, tudo mais do processo do que aconteceu lá no local. A gente consegue, então, fingir o máximo digitalmente do que realmente foi capturado. Quer dizer, a gente... Então, esse é um processo bastante difícil e toma muito tempo. A gente não tem máquina, né, para fazer isso ainda hoje, tem uma certa dificuldade. Acho que é isso. Non, donc, il y a une différenciation entre la capture des images et la finalisation, la production du film en format numérique. C'est très difficile de le faire aujourd'hui parce que nous n'avons pas encore l'équipement. Bom, e para finalizar, tem a questão do player. Então, você tem o problema do software que vai mostrar esse filme, que é isso que a gente está vendo aqui em 3D, no caso, e o problema da transmissão associado à quantidade de dados. Então, hoje em dia, você tem um computador que você faz, que é especial, enfim, ele está sendo desenvolvido lá pelo pessoal da Paraíba. Então, que monta pega esses dados todos, desmancha isso tudo, desmonta todos esses dados e consegue enviar de um ponto ao outro. No Brasil, a gente fez uma demonstração a 3.000 quilômetros de distância, vindo da Paraíba para a Cinemateca de São Paulo, um filme 4K. 3.000 quilômetros de fibra ótica no chão, aceso, por isso chama fotônica. Só uma explicação de que é fotônica. Pour finaliser, il y a Play Software qu'il faut monter, pour créer, il y a le problème de la transition de données, et il y a une équipe de l'université de Paraíba, dans l'état du nord du Brésil, qui est en train de développer cela. Ils ont réussi à faire une première diffusion. Ils ont transmis des données en 3500 km de la Paraíba à São Paulo, à la Cinémathèque de São Paulo. E só para finalizar o que é fotônica, a fotônica é a fibra ótica, todo o sistema que funciona com luz. Então você sai da era da eletrônica, que era por elétron, e entra na era da luz. Isso aí, então a fóton. Então a velocidade, ela enfim, não há um dado para saber até quanto que você vai chegar de velocidade, que é a luz, enfim, supostamente seria o 3D. Donc la question maintenant, c'est la question de la photonique, pour expliquer cela, qui est la question de la fibre optique, hein, c'est ça? La fibre optique, et donc on sort de l'électronique et on passe à un moment de la lumière. Donc le photon, on ne sait pas, et la question de la rapidité est très importante, la question de la vitesse. Parce qu'on ne sait pas quand il s'agit de la vitesse de la lumière, on ne sait pas jusqu'à où ça peut aller. E só para finalizar, há uma rede global chamada GLIS, G-L-I-S, tem um site, que essa rede é formada por físicos do mundo inteiro e por institutos de pesquisa avançada, como no Brasil nós temos as fundações, como FAPESP e FAPENIG, em Minas Gerais, e a CNPq. Aqui na França tem o centro também, os grandes centros de pesquisa, que se conectam a essa rede. É uma rede acadêmica que funciona a velocidades em torno de 150 gigabits hoje em dia, aqui na Europa, com os Estados Unidos. Então são cabos submarinos que já circundam o globo. Bom, então, e isso a gente está usando para cinema também. Então c'est un cinéma global conectado. Donc la question il y a un réseau global aujourd'hui qui s'appelle GLIS, G-L-I-S, c'est un site internet, et ces réseaux, ils rassemblent des physiciens et des institutions de recherche.
Comme au Brésil, nous avons des institutions de recherche comme FAPES, le FABIMIG, CNPq, qui sont des fondations de recherche. En France aussi, vous avez des réseaux comme ceux-là. Et aujourd'hui, ils ont développé déjà une façon de transmettre des informations dans ces réseaux académiques d'une vitesse de 150 gigabytes et qui est transmise sur un sous-marin et on utilise cela pour le cinéma. J'ai deux questions qui sont rapides parce que je pense qu'on a un problème, il faut qu'on libère la salle à un moment donné. La première, juste une précision, où est-ce que vous avez tourné les scènes avec Mangueira? Não, na quadra da Mangueira. A Mangueira tem uma quadra especial e eles dançaram pra gente filmar. Donc la question Na cidade do Rio de Janeiro, no Morro da Mangueira, na favela da Mangueira, tem uma quadra da Mangueira. Ils ont tourné donc le passage sur l'école de samba Mangueira, ça a été tourné dans le staff qu'ils ont, les gymnases qu'ils ont pour c'est dans la favela. Et deuxième question, cette technologie et le projet dans lequel vous faites partie, c'est pour développer quel type de film au final? On ne sait pas? Il y a déjà une idée ou pas? De qual filme eu não entendi? Que tipo de filme o projeto é desenvolver esse tipo de filme? Avec ce groupe de... O grupo não precisa necessariamente desenvolver filmes. O grupo precisa desenvolver visualizações avançadas. Então você pode fazer uma visualização avançada, que é uma visualização para a prefeitura, uma visualização para a medicina, etc. No nosso caso, é um grupo que faz a visualização fazendo filmes. Donc, en fait, le groupe n'a pas besoin de développer de films, il a besoin de développer des visualités avancées. Donc, ça peut être pour le métier, pour la médecine, pour d'autres champs, mais dans son cas, c'est le cinéma, dans leur cas. E este foi um projeto que nós desenvolvemos para eles, e que eles têm esse filme nas mãos para ficar fazendo testes. Donc celui-ci a été un projet qu'ils ont développé pour eux, ils gardent le film avec eux pour faire des tests. E esse filme já foi para Cinemateca de Amsterdã, para Cinemateca de San Diego, para Keio, para Tóquio, Festival de Cinema do Japão. Foi enviado, eles passam o filme lá porque funciona como conteúdo para eles de teste. Et ce film, donc, il a été déjà envoyé à plusieurs endroits, donc ça fonctionne comme contenu, c'est à Paris, à Amsterdam, à la Cinémathèque de San Diego, et au Japon, à Tokyo. Je vais dire une petite chose. Ouais, j'aimerais que les chercheurs aussi se battent contre les multinationales qui suppriment le film. La pellicule. Parce que c'est très important pour l'avenir. C'est la destruction de tout un pan du patrimoine. Parce qu'on a beau transférer les films sur film magnétique, mais on s'aperçoit que les disques magnétiques, ainsi d'ailleurs, il y a eu un grand colloque à ce sujet-là, s'aperçoit que ça disparaît aussi. Donc on remet tous les films qui sont transférés sur digital, sur vidéo, on les remet sur les films centralisés. Donc j'aimerais que l'on se batte contre la... Parce que c'est très important. C'est le monde entier qui est concerné par ça. Alors, Kodak a abandonné le film, Fuji va l'abandonner, il reste encore quelques firmes, des petites firmes qui en fabriquent, mais ça va disparaître. Donc, c'est la place des chercheurs à ce moment. Avec ces images. En fait, je vais juste rajouter ce qu'il disait, c'est question technique. J'allais vous demander, vous avez un groupe qui développe la transmission des données. Et la question rajoute, est-ce qu'il y a un groupe scientifique aussi qui travaille dans la même entrée avec vous sur la conservation de ces données
et la perpétuité de ces données, la longévité de ces données. Parce qu'en fait, c'est vrai, la cinémathèque française et quelques cinémathèques du Japon en plus, j'ai travaillé avec un groupe en Corée du Sud, par exemple, ils avaient beaucoup de petits réalisateurs qui avaient produit des films qui étaient gradués en 8 drive. Et aujourd'hui, les premiers artisans du cinéma coréen qui ont produit en Super 8, j'ai pu travailler, parce que j'ai travaillé sur ces données, j'ai pu travailler sur les Super 8 et les cinémas de Super 8. Par contre, les films qui étaient réalisés en enregistrés en Drive, ils étaient disparus. Donc c'est-à-dire que c'est un peu comme le paradoxe du film que vous avez réalisé, ancré sous l'imaginaire d'un film qui n'a plus, qui n'existe plus, qui a disparu. Est-ce qu'on n'a pas aussi le même risque si on ne développe pas côté à côté? Eu sou dos, agora, esse ano, eu sou das pessoas que a gente está trabalhando junto com o Ministério da Cultura no Brasil e junto com a ANP, eu estou desenvolvendo as políticas de conservação, junto com um grupo grande, do patrimônio digital. Então, realmente, nenhum país ainda tem exatamente, sabe o que vai fazer em relação à conservação. O que a gente sabe agora é que a gente corre um grande risco, enfim, esse nosso filme aqui pode dar alguma coisa errada e desmagnetizar os 10 HDs que a gente tem de cópia e desaparecer. Então a gente está fazendo exatamente isso. Esses grandes servidores, né, a política assim, você vai ter a Cinemateca Brasileira já tem grande parte do seu acervo digitalizada. Non, juste pour conclure, donc, il fait partie d'un groupe du ministère de la Culture qui travaille sur ça, sur la conservation de données numériques, et parce qu'aucun pays ne sait exactement comment ça va être, c'est un danger de perdre toutes les données, par exemple, ou ça. Donc il y a déjà un travail qui est fait en ce sens pour... Donc le film France 5 mm qui lui, se pérennise. Então, o que a gente está fazendo é provavelmente um sistema onde você vai ter o filme não gravado em dado natural, assim como você tem aqui um filme, um arquivo, mas você vai ter ele só em dado binário distribuído em vários computadores, que a gente chama de grid, há um grupo chamado grid, enfim, mas eles vão ficar dispersos em servidores em vários locais do planeta, para que você não venha a perder. Então, sim, tudo virtual, tudo virtual. E cada país vai ser responsável pela manutenção do seu patrimônio material fílmico, como é a Cinemateca, só que é parte digital. Aí você mas isso não é local mais, não é num servidor. Você vai ter isso espalhado, pode ter 50 locais ao mesmo tempo. Ça va rester de façon numérique, mais ils vont essayer de conserver dans plusieurs pays, dans plusieurs ordinateurs différents, en 50 ordinateurs. É o mesmo sistema que os bancos usam. Hoje em dia, depois do 11 de setembro, os bancos criaram um sistema chamado Administração de Alto Risco. A mesma coisa, então você vai aplicar a política. Agora tem que convencer o Ministério da Cultura a tratar os dados culturais como dinheiro, como banco. Isso que é difícil. Eles não querem. Dans les années 80, on pensait que la bande magnétique était éternelle. On s'est aperçu que la bande magnétique, ça s'efface très rapidement. Et on était dans le mythe de l'éternité. Après, on trouve le CD, la numérisation, c'est exactement la même chose. On est revenu à la même époque que dans les années 70-80. À la radio où j'ai travaillé, on s'aperçoit que tous les enregistrements qui ont été déposés à l'INA, ça disparaît tous les jours. Donc pour le digitaliser, alors quoi faire? Le film. La pellicule est la seule chose pour l'instant qui dure des centaines d'années, on en est sûr. Vous pouvez continuer peut-être à poser des questions d'une façon plus informelle, parce que vraiment on nous a... Oui, on peut aller voir après. On va devoir aller prendre.